Et bonjour et bienvenue sur Yann Baraki, la chaîne qui parle de NBA comme un putain de Baraki. Ça fait un moment que j'étais pas venu, je le sais, hein. Cette vidéo aurait dû sortir un tout petit peu plus tôt, mais que voulez-vous, hein, j'ai un travail, une vie, une famille, tout ça, machin, hein, dans le désordre, hein, d'ailleurs, hein. Et puis en plus, bon bah voilà, j'avais envie d'avoir au moins regardé toutes les équipes au moins une fois, hein, dans un match complet, pas seulement en résumé, avant de revenir vers vous. Petite précision tout de suite, si tu as cliqué en lisant la miniature vomir Utah à l'infini, non, non, il faut juste lire vomir à l'infini, hein, j'aurais pu mettre à la place du parquet d'Utah le parquet de Phoenix, hein, par exemple, hein, ou le parquet horrible des Chicago Bulls, du Miami Heat, ou des Toronto Raptors. Bref, on va parler des parquets dégueulasses du play-in tournament, ainsi que de plein de choses, hein. C'est la voilà, c'est les équipes sont plus ou moins à 17-18 matchs chacune. C'est le play-in tournament, enfin le in-season tournament a rendu son premier verdict. Et alors, bon bah voilà, on est à un petit quart de saison, donc tout doucement, on peut commencer à voir certaines tendances se dessiner, hein, certaines surprises également arriver. Donc voilà, on va parler de tout ça calmement. Bien sûr en fumant un très bon cigare et en buvant une excellente bière, hein, ça me paraît la base. Voilà, vous êtes sur Baraki, la chaîne qui parle de NBA comme un putain de Baraki. Installez-vous confortablement et bienvenue à vous. Et donc voilà, le In-Season Tournament. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces parquets de merde? Non mais sérieux quoi. Qu'est-ce que c'est que ces couleurs quoi? Alors attention, il y en a qui s'en sortent bien, notamment Milwaukee et Boston, ça va encore, je dirais. Et encore Boston, c'est limite quoi. Enfin voilà, c'est Milwaukee, ça va. Donc voilà, comme je disais, il y a une ou deux équipes qui s'en sortent assez bien. Il y en a. Enfin voilà, c'est Cleveland, c'est dégueulasse. Putain, mais le bleu turquoise de Indiana, c'est dégueulasse. Le rouge pétant de Miami, de Chicago, c'est à vomir. Le noir de Toronto, des Portland. Enfin, je ne sais vraiment pas quoi dire avec ces parquets. Je m'y attendais pas du tout, hein. Si tu me demandes, c'était pas prévu cette histoire. Alors le premier soir, bah, figure-toi que le premier soir du In-Season Tournament, hein, c'était un vendredi ou un samedi, et donc j'ai regardé les matchs en direct. Ah putain, pendant toute la nuit, j'ai fait des jeux comme ça quoi, en me demandant qu'est-ce que c'était que ces parquets dégueulasses. Et donc voilà, hein, certains vous diront ouais bon on va s'habituer machin et tout, et j'ai envie de leur répondre est-ce que j'ai vraiment envie de m'habituer à un truc aussi laid et aussi médiocre? La réponse est non. En ce qui me concerne, c'est voilà, c'est comme je disais, c'est voilà, c'est certains parquets qui s'en sortent plus ou moins bien, mais dans l'immense et atroce majorité, c'est absolument dégueulasse. Ils ont complètement foiré au niveau esthétique. Donc pour le spectateur en somme, hein. Alors les joueurs, je sais pas ce qu'ils en pensent des couleurs. Par contre, je sais, donc ça s'est un petit peu amélioré sur la suite, mais je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont plaints du fait que ces parquets-là, des parquets du In-Season Tournament, étaient très glissants. On a vu notamment Tyrese Haliburton, Jaylen Brown, hein, faire presque des grands écarts sur ces parquets-là. Il y en a eu d'autres. Euh, voilà, il y en a qui ont failli se faire mal d'ailleurs, donc c'est voilà, apparemment ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Mais apparemment il y a eu, enfin tu vois, ça a été tellement fait dans l'urgence cette histoire de parquet aux couleurs dégueulasses là, qu'apparemment il n'y a pas eu de test ni rien du tout. Enfin voilà, gros amateurisme de la part de la NBA, je trouve. Hein, tu vois, merde, c'est pour les joueurs quoi. C'est les joueurs qui jouent là-dessus, quand tu vois la sécurité. Ah merde quoi. Et ouais, c'est les parquets, ils sont pas testés, et puis t'as tous les joueurs qui commencent à glisser dans tous les sens. Trae Young a failli se péter la gueule aussi. Enfin, tu vois, c'est merde quoi. Tu vois, c'est scandaleux. Ah, j'ai pas d'autres mots. Donc voilà, les parquets esthétiquement sont infâmes. J'ai pas d'autres mots. C'est dégueulasse, c'est à vomir quoi. Et en plus, pendant les premières journées, ils étaient un petit peu dangereux. Et je crois que c'est Luka Doncic aussi a dit qu'à certains endroits du terrain, la balle rebondissait pas comme elle doit rebondir. Enfin voilà, ça pue l'amateurisme, c'est scandaleux, donc on espère que ça va mieux se passer, hein, pour le futur. On espère surtout que si au moins les couleurs restent dégueulasses, et au moins les joueurs peuvent jouer en sécurité sur ces putains de parquets. Hein, bon, pour l'esthétique, on espère qu'on aura mieux l'an prochain, je vous le cache pas. Hein, j'espère que la NBA va quand même se rendre compte qu'ils ont fait une connerie, quoi.
Clairement, quoi, tu vois, j'ai pas vu une personne ne pas se plaindre de ces putains de parquets dégueulasses. Bref, donc ça c'est pour, voilà, c'est la sécurité et l'esthétique. Côté sportif maintenant, côté sportif, en fait, le In-Season Tournament c'est super sympa jusque-là. C'est voilà. Donc j'ai pas regardé tous les matchs, hein, vous le savez, j'ai pas le temps de regarder tous les matchs, mais tous les matchs que j'ai vus ont été des matchs tous très disputés en fait. Alors c'est pas une intensité comme en playoff, mais c'est une intensité supérieure à un bet match de saison régulière, clairement. Et je voyais encore LeBron James hier, donc les Lakers qui sont qualifiés pour le quart de finale. Je voyais encore LeBron James hier dire que voilà, c'est jouer pour de l'argent, au final, c'est bien aussi. Donc en gros, hein, on va résumer le bazar. C'est demande à des millionnaires s'ils veulent être encore plus millionnaires. Bah la réponse est oui. Hein, et en même temps, alors jette pas la pierre. Hein, je répondrais sans doute la même chose à mon avis si un jour j'étais millionnaire et qu'on me posait la question. Donc voilà. Ouais, sportivement, franchement, voilà, des beaux matchs et tout. C'est avec le différentiel de points aussi qui est intéressant. Donc nous ici en Europe, ceux qui suivent le football sont évidemment très très habitués au goal average, etc. en cas d'égalité, machin et tout. Aux États-Unis, ils sont pas trop habitués à ce genre de choses. Et là, j'ai vu Charles Barkley qui en pouvait plus de toutes les possibilités en dernière journée, en fait, pour la dernière équipe qualifiée. Donc ça se jouait entre Boston, Orlando et les Nets. Entre Boston, Orlando et les Nets, et au final, bon, c'est Boston qui est passé. Mais alors, il y avait plein de cas de figure possibles, quoi. Si un tel gagne, machin, avec différentiel de points de autant, bazar et tout, Charles Barkley était perdu, hein, littéralement perdu. Enfin voilà, c'était très drôle à voir pour le coup. C'était assez sympa comme moment. Et donc, voilà, est-ce que le play-in tournament, enfin le in-season tournament a déjà livré toute l'étendue de sa valeur? La réponse est non pour le moment. Hein. Voilà, le premier round est passé. Et donc maintenant, c'est des quarts de finale en élimination directe, comme dans ce championnat de foot. Et donc voilà, c'est à l'ouest, on a deux affrontements assez sympathiques. Voilà, un petit Suns Lakers pour les gens de mauvais goût, hein, que je ne regarderai certainement pas. Rien à foutre, quoi. Et puis alors, un beaucoup plus sympathique pour le coup, Sacramento New Orleans. Sacramento New Orleans, bah, ça peut être très très cool à voir, pourquoi pas, quoi, dans un match disputé, où les joueurs ont envie de gagner pour aller chercher des pépettes derrière, pourquoi pas. Et puis à l'est, bah, c'est sympa aussi, parce qu'on a un Boston-Indiana. Putain, Boston-Indiana. Alors si vous l'avez vu, ne vous fiez évidemment absolument pas, hein, au blowout qu'on a eu là-bas où ils nous mettent 150 points. En laissant Tyrese Haliburton, on a été inexistant ce jour-là, mais même avec Tyrese, ils nous auraient mis 30 points quand même. Tellement ils ont été forts et tellement ils ont été mauvais. Donc voilà, ne vous basez surtout pas sur cette première rencontre. Et alors, l'autre affrontement, c'est New York contre Milwaukee. Hein, alors, justement, Milwaukee, en fait, qui s'est qualifié hier également, hein, qui devait battre le Heat. Ben voilà, c'est le Heat Milwaukee, le Heat Bucks d'hier. Tout bon match, quoi. Tout bon match, quoi. Alors voilà, restons sur la conférence Est pour le moment, parce que là, ça me tombe dans l'esprit. Donc, c'est vu qu'on entre guillemets, voilà, pour le in-season tournament, entre guillemets, c'est déjà fini. Ce qu'il y avait à dire, c'est les matchs sont bien, pourvu que ça dure. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on demande. Des matchs à intensité, que les joueurs ont envie de gagner, hein, puis on n'oublie pas que ça compte quand même pour la saison régulière. Donc voilà, c'est sympa, mais donc voilà, pour l'Est. Qu'est-ce que j'ai kiffé, qu'est-ce que j'ai pas kiffé à l'Est? Mon Dieu, j'ai excessivement kiffé Jamie Jaskez, junior machin, je sais pas quoi. Donc on va tout de suite aller voir ces petites stats, hein, à celui-ci. Donc j'ai plus ou moins ça sous les yeux, hein, on va au fur et à mesure. Et donc, ah bah oui, Internet est lent, on le sait. Donc Jamie Jaskez Jr. redrafté, je sais pas, 16e, 17e, 15e, je sais plus quel pic de draft avait le Heat. Et à nouveau, voilà, bonne draft, bon pic de la part du Heat. Et donc voilà, donc il a joué 18 matchs, donc il a joué dans tous les matchs. 26 minutes par match, 11 points, 2 passes décisives, presque 4 rebonds, 80% au lancer franc, presque 40% à 3 points, et 50% au tir, donc très très intéressant. Pic très très intéressant de la part de Miami, mais on les connaît. Ils sont souvent capables d'aller chercher des joueurs absolument inattendus comme ça et de faire des bons pics de draft éventuellement une fois de temps en temps. Il se trouve que celui-ci en est un. Donc voilà, bonne merde à lui. Hier dans le match contre les Bucks, il a été très très bon.
C'est vraiment, donc comme je vous dis, hein, je voulais regarder toutes les équipes au moins une fois, voire deux pour certaines et plus même pour d'autres. Mais j'avais pas encore eu l'occasion de beaucoup voir le hit, c'était seulement la deuxième fois que je le voyais. Et en fait, en début d'année, c'était dans un match où il avait pas été super bon, quoi. Ah, mais hier, mon vieux, c'est le gars, t'as l'impression que ça fait 10 ans qu'il joue en NBA, quoi. C'est un truc de malade, la maturité de ce gamin. Je sais pas quel âge il a, donc il a une vingtaine d'années, 21, quoi. Là, tu vois, la maturité de Jamie Vasquez Jr., je suis impressionné, quoi. Ben voilà, c'est vraiment, donc alors, s'il de la draft ou pas, on verra, hein, on n'en est pas encore là. Mais voilà, jusque-là, très très bien de la part de ce petit gars-là. Et avec, voilà, c'est comme je disais, une grosse maîtrise des fondamentaux, une intelligence de jeu déjà très présente, quoi. Beaucoup de maturité, quoi. Et alors voilà, on connaît Eric Spoelstra, on sait bien qu'il va le développer pour en faire limite un borderline All-Star ou un borderline starter dans certaines équipes, hein, pourquoi pas. Bah voilà, bonne merde à lui. Le hit, donc voilà, qui a démarré dans le dur. Et donc maintenant, petit coup d'œil classement, mais qui est revenu tout doucement, voilà, on va dire au boulot, tout en ayant ici une petite série de 3 défaites qui fait très très mal. Qui fait très 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 mal. Et en fait, le petit problème de Miami pour l'instant, c'est que voilà, ils sont ajustés en défense. Forcément, on le savait. Mais voilà, il faut que l'attaque prenne, il faut que l'attaque tourne, il faut que Tyler Hero revienne. Hein, c'est retour sur la liste de joueurs, Tyler Hero. Et putain, ouais, donc voilà, il a joué que 8 matchs, putain, il a 23 points, quoi. Ok, et donc là, il est blessé pour encore un petit moment, donc il s'est blessé ici contre Memphis. Mais donc voilà, ouais, sans Tyler Hero. Alors le pire, c'est donc hier contre les Bucks, c'est sans Tyler Hero, sans Jimmy Butler aussi, mais ça, c'est. Et voilà, est-ce qu'il a un petit bobo, est-ce que c'est du load management à la con, machin, enfin bref, ils me font chier avec ça. Merde, c'est un match d'importance. Hein, c'est une qualification pour le play-in tournament, enfin pour le in-season tournament qui se joue. Putain, tu fais pas jouer Jimmy Butler, elle va te faire mettre, quoi. Tu vois, c'est. Et je suis content que les Bucks aient gagné au final. Bref, c'est pas le seul à être managé, hein. Joel Embiid est également énormément managé. Il y en a d'autres, enfin bref, voilà, ça a tendance à un peu me les brouter, mais voilà, c'est la NBA d'aujourd'hui qui veut ça, visiblement. Hein. C'est vu que les joueurs ne peuvent plus doper, bah du coup ils peuvent plus jouer 82 matchs par saison sans se faire de petits bobos à gauche, à droite. Et alors dans ce cas-là, est-ce qu'il faudrait pas réduire le nombre de matchs par exemple? Ok, tu vois, c'est plutôt que de rencontrer 3 fois ou 4 fois Cleveland cette année, tu les rencontres plus qu'une fois ou deux, et hop, tu réduis le nombre de matchs, je sais pas moi, de 82, tu passes à 68. Voilà, ça fait 14 matchs en moins. Et alors, c'est plutôt que de leur faire jouer des back-to-back et des fois presque 4 matchs en une semaine, bah tu vois, ça t'étire un peu plus le truc. Et en fait, si tu fais ça aussi de octobre à fin mars, à avril, pardon. Hein, et puis, et voilà, t'étires un peu plus. Et plutôt que de les faire jouer tous les 2 ou 3 jours, tu les fais jouer tous les 3 ou 4 jours. Ah, et du coup, il n'y a plus besoin de les manager. Tu vois, il n'y a plus besoin de faire des pics TTFL à la con et de se faire baiser sur toute la ligne. Hein, voilà, c'est petite parenthèse pour les joueurs TTFL. Salut les gars. Cette saison, c'est très dur pour moi. C'est la pire TTFL depuis que je joue à ce jeu de merde. Bref, enfin voilà, c'est la TTFL, c'est particulier. Parenthèse. Pardon. Parenthèse refermée. Bref, enfin voilà, c'est le hit, donc voilà, c'est malgré qu'ils viennent de subir 3 défaites de suite, ça va à nouveau être très très fort cette année. Alors maintenant, est-ce qu'ils pourront réitérer l'exploit de l'an dernier? Moi je suis toujours pas convaincu, hein. J'ai dit que cette année-ci à l'Est, ce serait les Bucks ou les Celtics, mon avis n'a pas changé pour le moment. Mais tout en restant sur l'Est, parlons d'une autre équipe qui pour moi est la surprise de ce début de saison à l'Est. C'est Orlando. Mais Orlando, aussi, ils ont démarré un peu difficilement. Tu vois, ils n'étaient pas super à l'aise offensivement notamment. Par contre, tu veux voir des matchs avec une pure défense, une vraie défense d'équipe, ok, avec des joueurs sans être forcément tous des spécialistes, mais qui ont voilà un esprit défensif, de défense d'équipe.
Voilà, tout le temps en train de couper les lignes de passe, machin, de savoir comment bien se passer sur les, c'est quand ils jouent la zone ou bien quand ils jouent l'individuel. Enfin bref, c'est varier les défenses sur les pick and roll. Des fois ça switch, des fois ça switch pas. C'est être très très réactif à nouveau dans les lignes de passe, etc. Franchement, Orlando la défense, voilà, c'est pas la top défense de NBA. Je crois qu'ils sont troisième, laisse-moi vérifier ça. Oui, donc ils ont 108, donc ils sont troisième de l'Est. Ils sont troisième de l'Est, hein, il n'y a que Boston et New York qui ont une meilleure défense jusque maintenant. Et à l'Ouest, il n'y a que Minnesota et Houston qui sont devant. Donc voilà, donc ils ont une défense top 5 de NBA. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est en regardant leur défense top 5 de NBA, putain, Paolo Banchero et Mo Wagner. Enfin Moritz Wagner quoi, et putain, borderline All-Star tous les deux, hein, truc de fou quoi. Alors voilà, pour Banchero, c'est pas si étonnant, mais au final pour Wagner non plus, c'est juste qu'en fait il continue sur la lancée de ces deux premières saisons, et le gars il confirme quoi, qu'il est sérieux quoi, donc je crois qu'il est, je sais pas, 19 points par match ou un truc comme ça, donc voilà, et donc sur la série de victoires, donc 8 victoires d'affilée pour Orlando à l'heure où on parle. Je crois que ça leur est plus arrivé depuis Dwight Howard, hein, mais vraiment quoi. Alors est-ce que Orlando va s'imposer comme un des cadors de l'Est et jouer le top 3, top 4 cette année? On va pas aller trop vite. Donc moi je les avais mis en play-in, j'avais dit que je serais pas étonné que Orlando ait cherché une place en play-in, donc entre la place 7 et 10 quoi. Mais là, s'ils continuent à jouer comme ça, c'est top 4 assuré quoi. Mais clairement, c'est les mecs, donc je les ai vus jouer 2-3 fois, notamment contre Indiana, ils ont été injouables quoi. Défensivement, ils nous ont étouffés quoi. Ils ont étouffé, c'est la seule équipe qui a étouffé les Pacers comme ça cette année quoi. Ok, c'est-à-dire que c'est Boston nous a explosé, mais c'était offensivement, pas défensivement. C'est ici, c'est le match contre Orlando des Pacers, donc Tyrese est là, tout le monde est là. On se fait massacrer. Mais vraiment, c'est le pire match offensif qu'on a eu cette saison avec les Pacers. Et c'est clairement parce que la défense d'Orlando a été incroyable. Et donc voilà, c'est le nouveau coach d'Orlando. Donc en fait, il vient du staff de Rick Carlisle, hein, justement. Et en fait, c'était le coach défensif de Rick Carlisle pendant de nombreuses années. Et donc voilà, c'est maintenant il a son équipe d'Orlando. Ça se passe très très bien. En fait, sa mentalité, c'est une mentalité que moi j'apprécie beaucoup. C'est si tu fais de la bonne défense, tu auras forcément des bonnes attaques derrière. Ok? C'est vraiment l'esprit tourné, c'est collectif, on se bat pour l'équipe, on ne laisse pas les autres marquer facilement, on joue avec notre talent qui est visiblement est un talent défensif, mais surtout on le fait intelligemment et on le fait en équipe. Et voilà, ça se passe très 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 bien pour l'instant à Orlando. Bonne merde à eux, c'est une équipe pour laquelle j'ai toujours eu beaucoup de sympathie. On se rappelle que Shaq et Penny sont dans mon équipe de rêve, c'est pas pour rien. Hein. Donc voilà, bonne merde à Orlando. J'espère vraiment pour eux qu'ils pourront tenir le coup et terminer, voilà, donc sans dire qu'ils seront au top 3 ou top 4, mais au moins dans le top 6, voilà, et qu'ils pourraient éjecter une équipe comme Indiana, comme New York, comme Atlanta, hors du top 6, voilà, Orlando, franchement, hyper kiffant en ce début d'année, parce que l'attaque finit par tourner. Mais à la base, c'est une équipe défensive, clairement. Tu veux marquer plus de 110 points contre Orlando, bonne chance les gars, quoi. Mais vraiment, bonne chance, quoi. Et s'ils sont dans un bon jour, tu les mettras pas à tes 110 points. C'est sûr et certain. Bref, voilà, défense hyper impressionnante de Orlando. Voilà, avec des joueurs pour qui j'ai beaucoup de sympathie. Voilà, on a dit, hein, Banchero et Wagner évidemment, mais ils sont pas tout seuls. Putain, Markelle Fultz. Alors ok, c'est un petit peu un buzz parce que t'es quand même numéro 1 de draft, mais on sait ce qui lui est arrivé, ses blessures, tout ça. Mais voilà, c'est Markelle Fultz, fait le job. Joue convenablement, alors... j'ai les stats sous les yeux, hein, autant aller directement, où sont-ils? Dans le cœur du sujet, quoi. On va aller voir un petit peu les stats, hein, c'est toujours sympa. Et donc dans les joueurs qui font un excellent début de saison, on a évidemment Anthony Cole, voilà, 15 points par match. Voilà, calmement, 85% en lancer franc, 35 à 3 points, enfin, voilà. Tranquille, quoi.
Et donc, ouais, je dis Mo Wagner depuis tantôt, c'est évidemment Franz Wagner hein, qui est quasi à 20 points. Désolé, désolé, hein, la famille Wagner me perturbe un petit peu. Et sinon, bah ouais, donc dans leurs soldats, bon bah Wendell Cartel Jr., hein, donc, qui aurait sans doute, il aurait dû être meilleur, mais bref, voilà, c'est pas mal du tout. Goga Bitadze, un joueur pour qui j'ai toujours eu énormément de sympathie, vu qu'il est passé par les Pacers. Hein, c'est nous qui l'avions drafté il y a 4 ou 5 ans déjà. 5 ans, je pense. C'est ça. 4e, enfin bref. Il y a 4 ou 5 saisons, bref. Donc voilà, qui fait un début de saison sympathique. Donc il joue presque 20 minutes. Voilà, 70% en lancer franc, 6 rebonds, 2 passes. Voilà, 7 points, presque 2 contre. Voilà, à nouveau, dans l'esprit défensif qui t'apporte des bonnes choses derrière. Allez, allez. Allez, allez, il veut pas se rallumer. Donc voilà, donc gros kiff d'Orlando en ce début de saison à l'Est. Euh, Moi, j'ai clairement gardé un œil sur eux. Parce que c'est un peu une équipe surprise à ce niveau-là. C'est comme je dis tantôt. Et donc voilà, on leur souhaite bonne merde et le meilleur pour eux. Alors, autre équipe à l'Est qui m'a fait bien kiffer en ce début de saison, on va les Sixers, putain, c'est fort. Les Sixers, c'est fort. Tyrese Maxey. Tyrese Maxey, ben, All-Star, quoi. Mais c'est voilà, si ce gars-là n'est pas All-Star, je comprends plus rien, quoi. Tu vois, c'est. Tyrese Maxey All-Star. On va aller vite regarder ses stats, mais je crois qu'il flirte il flirte au-delà des 20 points. Allons voir ça tout de suite. Joel Embiid, en mode MVP repeat si possible. Alors est-ce qu'il mérite son MVP? C'est trop tôt pour le dire. Mais il joue comme un MVP pour le moment. Hein, voilà, 32 points Joel Embiid. Hein. 32 points, 11 rebonds, voilà, des bons pourcentages. Presque 7 passes décisives en prime. Donc voilà, très très sympathique le Joel Embiid. Et alors Tyrese Maxey, putain, presque 27 points, quoi. Avec des pourcentages, voilà, 46-40, presque 90. Et 7 passes et 5 rebonds. Voilà, hein, c'est l'oiseau à 2 têtes de Philadelphia. Il est là. Et alors, voilà, je regarde ici donc la fiche de jeu. Donc c'est la 4e saison de Tyrese Maxey. Donc il était à 8 points, et puis 17,5, et puis l'année passée il était à 20. Et cette année-ci il est à 26,7 pour le moment. Est-ce que s'il continue comme ça, est-ce que Tyrese Maxey peut être considéré, bon déjà comme All-Star, j'ai dit c'est oui, mais également comme un MIP potentiel, donc comme joueur ayant le plus progressé? Pour moi oui. Pour moi oui, si je devais le donner à un joueur pour le moment, ce serait à lui. Alors c'est pas le seul à avoir fait des beaux jumps, mais c'est à lui que je le donnerais parce que donc au niveau du classement ils sont 4e, donc voilà, ils sont à 12 victoires, 6 défaites. Dans les 12 victoires, il y en a 4 ou 5 qui sont rien que pour lui, quoi. Hein. Embiid n'est clairement pas tout seul sur ce coup-là, donc voilà, bonne merde aux Sixers. Défense pas top. Tu vois, je veux dire au niveau statistique, mais vu qu'ils ont une attaque quand même bien solide, hein, donc ici, voilà, tu vois, les moyennes, c'est 120 en attaque, 112 en défense. Bon, bah, hop, c'est top 4, quoi. Tu vois, t'as une défense amplement suffisante avec tes 112 points encaissés, que pour gérer ça avec tes 120 points d'offensive de moyenne, quoi. Donc voilà, à nouveau, hein, aussi, pareil, hein, bonne merde aux Sixers, hein, mais je pense pas. Hein, donc je le répète, je ne pense pas que cette année à l'Est, quiconque ira chercher les Celtics et les Bucks. Ça va être très 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 sportif. Et à nouveau, donc voilà, t'as Orlando, let's go les mecs, quoi. Voilà, hein, allez-y à fond. Et donc sinon, dans les équipes qui ne surprennent pas, mais qui font le taf quand même, bon bah voilà. Bah oui, Cleveland, New York, Brooklyn. Ok, tout ça c'est pas mal. Atlanta déçoit un petit peu. Atlanta, mais voilà, c'est le problème d'Atlanta, c'est grosse attaque, mais très faible défense.
hein, ils sont dans les moins bons, dans les équipes défensives. Ouais, et alors, bon, bah là, ça devient très très triste, c'est-à-dire il faut parler en mal d'équipe pour laquelle j'ai également beaucoup de sympathie, tu vois, c'est contrairement à ce qu'on pourrait penser, vu que je déteste Michael Jordan, hein, donc je rappelle, Michael Jordan c'est le GOAT ultime, hein, et unidimensionnel, et transcendantal, et tout ce que tu veux, mais je le déteste, j'ai toujours détesté Jordan, hein, tu vois, c'est un esprit de contradiction était déjà très développé hein, quand j'étais gamin. Mais voilà, Chicago n'est pas une équipe pour laquelle tu vois, j'ai de l'antipathie. Et j'aime encore bien Chicago, c'est une équipe qui a une histoire. Tu vois, c'est une équipe qui est passée par, voilà, par un peu toutes les couleurs, hein, qui ont été injouables et puis qui sont redevenus de la merde, et puis qui sont redevenus injouables, et qui ont eu celui qu'on croyait être le successeur de Jordan, hein, dans la personne de Derrick Rose. Enfin bref, voilà, je vais pas refaire l'histoire, mais voilà, j'aime encore bien Chicago, j'aime encore bien les Bulls. Et putain, là, cette année, c'est triste, quoi. C'est vraiment triste. Donc, ils sont à, voilà, 5 victoires et 14 défaites, les mecs, quoi. Et ils restent sur une série de 5 défaites. Et donc, voilà, en fait, ils sont partis en reconstruction, hein, c'était dans l'air du temps. Apparemment, Zach LaVine va être une grosse monnaie d'échange pour la nouvelle reconstruction des Bulls. Alors, est-ce que ce sera dans un package avec, je sais pas moi, avec Caruso en plus ou Kobe White? Enfin, à mon avis, Kobe White, ils vont le garder, il est très jeune. Hein, ou bien ce qu'ils mettraient, je sais pas moi, du Mirotic ou carrément du DeMar DeRozan avec en mode star finissante, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que pour Zach LaVine, il y a pas mal d'équipes qui sont tout près du téléphone en train de dire ouais tiens, Zach LaVine ça m'intéresse un peu. Voilà, par exemple du côté d'Indiana, tu pourrais dire bon écoute, Zach LaVine ça m'intéresse, moi j'ai un Buddy Hield ici, je te mettrais quoi, un joueur en plus avec, un tour de draft l'an prochain ou l'année d'après. Tu vois des trucs comme ça, ou des équipes, je sais pas moi, genre qu'est-ce qui pourrait être intéressé par Zach LaVine? Bon, j'allais dire les Suns, mais non, hein, ça fait aucun sens. Mais bref. C'est chier celui-là aujourd'hui. Bref, donc voilà, Zach LaVine, bon vent à lui. Est-ce que, moi la question qui me taraude l'esprit, c'est que, est-ce que potentiellement une grosse écurie pourrait s'intéresser à Zach LaVine? La question est intéressante, mais c'est, je veux dire, qui irait jouer à ça? Enfin, tu vois, c'est à l'Est, je veux dire, Boston, Milwaukee, Philly, bah, ils ont fait leur gros trade, quoi, tu vois, c'est Philly a viré James Harden, ils ont récupéré Batum et Markieff Morris, et ça se passe beaucoup mieux depuis qu'ils ont plus Harden. C'est Boston, bon bah voilà, ils ont récupéré Jrue Holiday pour Porzingis. Après, est-ce que... Enfin, je veux dire, c'est... Enfin, tu vois, c'est Boston a pas besoin d'être renforcé, ils sont premiers, ils ont 14 victoires et 4 défaites, c'est ça. Enfin voilà, est-ce qu'une grosse écurie pourrait être intéressée à Zach LaVine? Je veux dire, c'est tentant. C'est toujours tentant d'imaginer, je sais pas moi, un Zach LaVine à Denver par exemple. Ah, ça pourrait bien coller là avec Jamal Murray et Nikola Jokic. Ouais, mais bon, à quel prix aussi? Tu vois, si les mecs ils doivent lâcher Otto Porter Jr., Caldwell Pope et l'autre petit Brown, là, le rookie de l'an dernier, ça devient très très cher pour un Zach LaVine tout seul, quoi. Tu vois? Donc ouais, hein, c'est sûr que la création d'une super team avec Zach LaVine dedans, ça, c'est très très alléchant. C'est très très alléchant. Mais est-ce que ça fait sens? Il y a plein d'équipes pour lesquelles ça fait aucun sens en fait. Parce qu'ils sont déjà assez forts maintenant. Après, est-ce que des Lakers... Parce qu'il y a toujours une exception qui confirme la règle. Est-ce que des Lakers pourraient venir foutre leur nez dans le jeu de qui, etc. Pourquoi pas, hein? Je sais pas, moi, contre Austin Reeves et un package, machin, plus tour de draft, bazar, et voilà, pour faire un Davis, LeBron et Zach LaVine show. Enfin voilà, ils sont capables, hein, on le sait. Enfin bref, j'espère pour lui qu'il se retrouve dans une équipe où il peut exprimer tout son talent, parce que Zach LaVine est un joueur de talent, c'est sûr et certain. Et donc voilà, Chicago, c'est très très triste ce qui se passe là-bas. Mais c'est encore plus triste, mais Charlotte, quoi. Donc la Melo Ball a à nouveau blessé, hein, donc on sait que les frères Ball sont en carton-pâte, hein, ou en cristal, hein, c'est selon comment tu préfères.
Et donc voilà, c'est là il est blessé pour un mois ou deux, je pense, enfin jusque 2024 au minimum. Et en fait, bon, bah, Charlotte, c'est avec lui, hein, ils ont déjà que 5 victoires et 11 défaites. C'est quand même pas super. Bah, si tu le perds lui, c'est bon, tu vas terminer la saison avec même pas 20 victoires, quoi. Ça va être une catastrophe à nouveau, quoi. Et c'est triste parce que voilà, donc on va un peu les voir. On va pas aller voir à quoi ça ressemble le, le roster et la gueule des Hornets, quoi, au niveau statistique en tout cas. Mais disons que, tu vois, je vais dire, ils ont des motifs de satisfaction. Leur motif de satisfaction, c'est Brandon Miller, donc le rookie qui est, voilà, qui est très bon pour l'instant, qui franchement fait un début de saison assez intéressant. Donc voilà, j'ai les stats sous les yeux. Voilà, 4 rebonds, ça c'est assez peu vu sa taille. Bon, 2 passes, ça qu'on lui demande, mais voilà, presque 15 points. Et un demi, quoi, les comptes, c'est pas ça non plus. Mais voilà, avec des pourcentages pas dégueulasses du tout, et surtout une grosse production défensive. Donc voilà, c'est pas un spécialiste du contre, mais il défend bien. Il défend bien, il attaque bien, il comprend bien le jeu. Enfin voilà, c'est Brandon Miller, c'est bien. Je veux dire, c'est quand même pas pour rien qu'il a été drafté 2e. Hein. Mais ouais, Brandon Miller, c'est sympa. Et donc, gros motif de satisfaction. Sinon, voilà. Ah putain, Miles Bridges, il est presque à 20 points, le gars, quoi. Miles Bridges, presque à 20 points. Terry Rozier, presque à 20 points. Et avec la Melo Ball en plus, bah putain, je veux dire, tu peux pas terminer dans les 3 derniers de ta conférence. Merde, c'est pas possible, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comment est-ce que cette équipe est coachée, quoi. Voilà, j'ai très très dur à comprendre comment ça se passe. Comment ça se passe à Charlotte. Et puis, tu vois, il faut quand même se dire aussi, voilà, putain, t'as Gordon Hayward en 6ème homme, et qui vient te mettre, 13 points, 5 rebonds, presque 5 passes. Eh putain, il y a du matos, quoi, merde. Tu vois? Et donc, il y a du matos, mais voilà, à Charlotte, ça ne prend pas, pour une raison, hein, qui reste mystérieuse à mes yeux. Voilà, est-ce que c'est la défense qui est si pourrie que ça? Ouais, bah ouais, évidemment. Oui, en fait, c'est chaque fois la même chose, quoi, tu vois, c'est le bordel. Écoute ça. Donc, ils ont presque 113 points en attaque. Ok, pourquoi pas. Pareil, ils en encaissent 121. Putain, mais la défense, bordel, quoi. La défense, les gars, donc c'est un peu. Donc on va faire une petite parenthèse Indiana également. Enfin, on va d'abord terminer. Donc voilà, Chicago-Charlotte, c'est d'une tristesse absolue. Mais Washington et Détroit, c'est encore pire. Et je veux dire, c'est des équipes, j'ai même pas envie de cliquer dessus pour les voir jouer. Tellement c'est mauvais. Mais c'est incroyable, quoi. Alors, Washington, c'est particulier. C'est là aussi, t'as des joueurs de talent. T'as quand même Kyle Kuzma, t'as quand même Gallinari. Et puis alors, bon, ben. T'as l'énigme ultime, Jordan Poole. Voilà, c'est le Javal McGee moderne, hein, le Javal McGee des Guards. Je sais pas comment définir ce mec-là. Un talent de grand malade, quoi, tu vois, mais vraiment, quoi. Mais puis, enfin, je sais pas, est-ce qu'il a les fils qui se touchent? Est-ce qu'en fait, il n'a pas la maturité nécessaire que pour devenir un patron d'équipe? Je pense que c'est plutôt ça. Donc les fils qui se touchent, je pense que c'est vraiment une question de maturité. En ce qui concerne Jordan Poole, on sait qu'il a eu des attitudes un peu dégueulasses plus d'une fois, ou un peu, on va dire, bizarres sur le terrain. Et j'écoute pas les temps morts, machin, je regarde pas, je m'en branle un peu du match. Putain, mec, t'es patron d'équipe, quoi, je veux dire... c'est ça l'exemple que tu donnes? Donc voilà, à Washington, ça se passe très 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 mal, hein, voilà, ils ont fait 3 victoires, 15 défaites. Et à nouveau, est-ce que c'est uniquement le fait que tu as une mauvaise défense, ou est-ce que c'est vraiment un état d'esprit qui est complètement délétère, que le vestiaire ne demande qu'une chose, c'est d'imploser et repartir sur de nouvelles bases? Et voilà, je ne suis pas assez Washington, pas vraiment de réponse là-dessus. Mais la réflexion peut être la même pour Détroit. Alors là, mettre Détroit, mais c'est... Donc voilà, donc j'ai les stats sous les yeux, j'ai les classements, donc 2 victoires, bravo les gars. Hein. Je sais pas contre qui ils ont gagné, mais ils ont 2 victoires, 16 défaites,
15 défaites d'affilée, quoi. Et voilà, le pire record de la franchise vient d'être battu aujourd'hui, quoi, ou hier, quoi. 15 défaites d'affilée, c'était jamais arrivé à Détroit, quoi. Même avant l'ère Isaiah Thomas, etc., où ils étaient dans les bas-fonds de la ligue, voilà, 15 défaites d'affilée, c'était jamais arrivé à Détroit. Donc voilà, hein, c'est sans dire que Détroit est une équipe pour laquelle j'ai de la sympathie. Détroit est une équipe pour laquelle j'ai beaucoup de respect, parce que c'est une équipe historique. Hein, je veux dire, c'est quand même à Détroit que mes Pacers sont rentrés dans le public pour aller taper des gens. Donc voilà, c'est le genre de choses qui s'oublient pas. T'as eu des très belles séries aussi, hein, contre le très très fort Détroit des années 2000. Voilà, c'est dans mon équipe de rêve. On rappelle que j'avais mis Bill Laimbeer, Isaiah Thomas est un joueur exceptionnel. Donc voilà, c'est une équipe, comme je dis, et si elle n'a pas ma sympathie, c'est une équipe pour laquelle j'ai beaucoup de respect. C'est une équipe historique, qui a une putain d'histoire, qui a des championnats, qui a des back-to-back. Enfin voilà, c'est Détroit, bordel de merde. Et alors, et ça, c'est vraiment ça qui est triste à dire en fait. C'est l'équipe de Détroit est à l'image de sa ville. Voilà, en pleine faillite totale. Donc on sait que Détroit est une ville qui a encaissé toutes les crises économiques depuis les années 80 en fait. Hein. C'est une ville très très riche des États-Unis qui au fur et à mesure est devenue de plus en plus pauvre et quitte à être, je crois maintenant que c'est même la ville la plus pauvre des États-Unis. Donc suite aux crises d'abord, donc des crises dans l'industrie des voitures, etc. Hein. On rappelle que Détroit c'était la ville de Henry Ford, ok, hein, que c'est là-bas que tout a commencé pour lui. Bref, donc ils ont eu cette première crise-là. Ils ont chopé derrière la crise de 2008-2009 hein, avec les subprimes, etc. Qui a été un bain de sang absolument incroyable. Et ici, ici cette fois ça va même pas mieux. Et ici c'est carrément, tu vois, il y a tellement peu d'argent pour les services publics, hein, avec des gros guillemets vu qu'on parle des États-Unis. Et je veux dire, il y a tellement peu d'argent à Détroit qu'il n'y a même plus de services de fourrière, etc. Ils ont des chiens errants, comme tu dirais, en Europe dans les années 50-60 chez nous en Belgique, quoi. Où t'avais plein de chiens errants qui se baladaient 100 mètres, etc. machin. Ou en Europe de l'Est, hein, en Ukraine notamment, etc. quoi. Enfin bon. Pas qu'en Ukraine, hein, je veux dire, dans la plupart des pays d'Europe de l'Est, c'est beaucoup des pays où il y a des chiens errants. Ben voilà, Détroit est redevenu une ville de chiens errants, donc je sais pas si vous imaginez à quel point ça va mal. Ben voilà, c'est l'équipe est à l'image de sa ville, c'est d'une tristesse absolue. C'est vraiment, tu vois, on peut pas dire que Monty Williams soit un mauvais coach, loin de là même. J'aurais même plutôt tendance à dire que c'est un putain de bon coach. Et putain, mais t'as de l'effectif en plus à Détroit, quoi. Alors, dans le désordre, hein, donc on va aller voir l'équipe, on va aller voir les stats. Mais dans le désordre. Donc Détroit. Je veux dire, t'as quand même eu le pick numéro 1, il n'y a pas tellement longtemps, en la personne de Cade Cunningham. C'est de l'an dernier, t'as quand même eu Jaden Ivey. Ok. Et cette année-ci, t'as quand même le frère Thompson, quoi. Ok. Donc t'as les bases d'une reconstruction, quoi. Tu vois ce que je veux dire, il y a moyen d'aller chercher quelque chose avec des joueurs pareils. Ok. Mais je sais pas, bordel, j'ai vu Détroit Denver. Donc c'est un des seuls matchs que j'ai vu de Détroit, mais comme je disais, j'ai regardé tout le monde au moins une fois. Et alors c'est putain mais Denver dans le mal. Tu vois, c'est tout le match, ils doivent se bagarrer, machin, c'est serré, etc. C'est Jokic finit par se faire éjecter, bazar. Jamal Murray est blessé. Ok. Et les mecs, ils mènent je crois que c'est encore de 8 points à 4 minutes de la fin. Ils arrivent encore à loser alors que Jokic est sur le banc et que Jamal Murray est plus là. Alors on sait que Denver, ce n'est pas que Jokic et que Murray, attention, même une équipe très solide, mais voilà quoi. C'est ce match-là, ils devaient le gagner, mais 1000 fois. Tu vois. C'est donc, voilà, revenons sur mes Pacers, quoi. Donc tu vois, celle-là, on a un 9-7 pour l'instant. Il y a 3 ou 4 matchs qu'on perd parce qu'en fait, notre défense est dégueulasse. Et que voilà, on se fait outscore. Et sur les dernières secondes, enfin sur le money time, on se merde un peu, on foire un peu, machin. Et voilà, tu perds de 1 point contre Charlotte dégueulassement. Tu perds contre Chicago en début d'année. Bref. Ici, la semaine dernière, tu repères d'1 point contre Toronto. À la maison, tout ça. Hein. Et puis tu repères de 4 points contre Portland 6 jours après. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Et entre les deux, justement, t'avais les Pistons
qui sont venus jouer chez nous, quoi. Ou on est allé chez eux, je sais plus. Et les Pistons, ils ont clairement les possibilités de gagner le match contre les Pacers, quoi. Ils font un tout bon match pendant 3 quarts temps. Au 4e quart temps, mais incompréhensiblement, les mecs s'écroulent. Et on les bouffe. Et enfin, tu vois, personne n'a peur de Détroit. Et je peux comprendre. Je peux comprendre parce que voilà, donc Kate Cunningham, voilà, qui fait un super début de saison, voilà, 22 points, 4 rebonds, 7 passes. C'est super. Et puis derrière, enfin, voilà, c'est de la quête des joueurs à 12 points, 11 points, 10 points. Et en fait, ça peut marcher d'avoir un joueur à 20 points et avec autour de lui 7 ou 8 joueurs à 10 points. C'est tout à fait possible, hein, ou alors 10, on va dire entre 10 et 12 points, 13 points, etc. Tout à fait possible, quoi, tu vois, d'avoir une tête de proue et plein de soldats autour. Mais il y a clairement un truc qui manque à Détroit. Et alors, attention, confirmation, comme d'habitude. Voilà, on marque 109 points par match, mais on en encaisse 118. Tu ne peux survivre en NBA sans défense que si tu as une meilleure attaque que ta défense. Ce qui est le cas des Pacers, hein, donc pour les petites statistiques. Donc on a, alors ça, tenez-vous bien, on a la deuxième meilleure attaque de l'histoire de toute la NBA et la deuxième meilleure pace de l'histoire de toute la NBA. Mais voilà, donc voilà, Indiana, offensive, 127.6, hein, presque 128 points. Défense, 125, 124.8. Ok, donc notre attaque est meilleure que notre défense. Et c'est pour ça qu'on perd quand même des matchs, parce que voilà, c'est comme les Warriors, c'est le jour où ça shot moins bien. Vu que t'as pas de défense, tu te fais défoncer derrière, vu que t'arrives pas à shotter. Et regarde ici, on a perdu dernièrement contre Portland. Contre Portland, je crois qu'on est, donc en équipe, on est à 9 sur 35 à 3 points. Et tu peux pas gagner un match si tu mets que 9 3 points sur 35. Ok. T'es obligé d'en avoir au moins 15. D'accord. Tourner autour des 40% en équipe, ce qui est notre cas d'ailleurs. Hein. C'est la moyenne de l'équipe, donc c'est pour ça que ça se passe bien aussi. Et qu'on est toujours en positif et qu'on passe certainement en playoff. Et c'est parce que ça se passe tellement bien avec Tyrese Haliburton qui met tout le monde en position ultime. C'est qu'en fait, en équipe, on shot bien. On shot quasiment à 40% à 3 points en équipe. En shotant quasiment 40 fois par match. Je crois qu'on a 37 ou 38 par match. Enfin bref, voilà. Bonne merde aux Pacers. Hein. Mais Pacers. On espère que ça ira pour eux. Mais ouais, donc revenons sur les derniers de la classe là à l'Est. Washington, Détroit, c'est d'une tristesse mais absolue. J'espère vraiment. Donc Washington, je m'en branle un peu. J'espère vraiment que Détroit va redresser la barre parce que ça fait des années que Détroit n'a pas vu une campagne de playoff. Ça fait des années que Détroit n'a pas été sympa à avoir joué. Ça fait des années que la salle se vide et ne se remplit. Ça continue comme ça, la salle ne se remplira plus jamais, quoi. C'est les gars, il est temps de changer l'histoire de vos Pistons. Et voilà, c'est bonne merde à Détroit, c'est bonne merde aux fans, hein, les gars. Voilà, vous méritez mieux, clairement. Vous méritez mieux. On en a fini pour la conférence S pour le moment. Ouais, putain, déjà 43 minutes de vidéo. Très très beau. On va passer à l'ouest calmement. Hein, donc très très longue vidéo aujourd'hui, mais pourquoi pas, hein, vous savez bien. Je veux dire, je suis resté quasiment 4 semaines absent, donc du coup j'ai beaucoup de conneries à raconter. Et en parlant de conneries au niveau conférence Est, hein, on a 2-3 belles conneries à raconter, hein, notamment on a Draymond Green. On va parler de Draymond Green un petit peu. Hein. Donc voilà, hein, je vais considérer que vous savez bien ce qui se passait, l'étranglement sur Rudy Gobert, etc. Machin. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que Draymond Green, attention c'est très sérieux, est-ce que Draymond Green ne serait pas le genre de gars à aller allumer une mouette pleine de mazout, quoi. Si tu vois ce que je veux dire.
Tu vois, est-ce que ce serait pas le genre de gars quand il était petit, tu vois, c'est à chloroformer des petits chats avec plaisir, là, comme ça. Je finis vraiment par me le demander. Enfin voilà, je vais pas pousser plus loin, hein, mais mes questions dégueulasses sur le mental de Draymond Green. Je suis pas psychologue, et heureusement d'ailleurs. Mais ce mec a visiblement un problème, et on pourrait même se demander dans quelle, on va dire, dans quelle marge, dans quel pourcentage il ne serait pas quelque part un petit peu responsable de la faillite de Jordan Poole. On peut clairement se le demander. Bien que c'est aussi une question de choix au niveau des Warriors. Hein, moi, je pense que l'an dernier, enfin voilà, c'est toujours facile de réagir après. Est-ce que tu gardes Draymond Green? Est-ce que tu gardes Jordan Poole? Est-ce que tu vires l'un? Est-ce que tu vires l'autre? Bon voilà, ils ont fait leur choix. Bonne chance à eux, bonne merde à eux. Est-ce que c'était le meilleur choix? J'en sais rien. Alors on va dire que Jordan Poole est en train de nous prouver que oui. Donc on va encore laisser un tout petit peu de crédit à Jordan Poole, on va pas l'enterrer tout de suite, mais ouais, bref. On est sur les Warriors, bon bah voilà, les Warriors, je l'avais dit dans ma dernière vidéo, Klay Thompson, c'est uniquement par intermittence. C'est le gars n'est plus capable d'avoir le rendement qui était le sien de manière régulière. Il est capable de l'avoir par à-coup. Et enfin, voilà, c'est très triste, c'est vraiment très triste pour Klay Thompson. Mais je pense que côté Warriors, c'est ne miser que sur Klay Thompson. Enfin, je veux dire, c'est continuer à miser sur Klay Thompson. En tant que mec du 5 majeur, je sais pas si c'est la bonne solution. Je sais pas si c'est la bonne solution, c'est regarder aux Clippers, donc voilà, James Harden vient d'arriver. Bon bah Russell Westbrook a accepté de se mettre de côté. Voilà, c'est revenons sur la légende de Greg Popovich, qui a proposé à Manu Ginobili, All-Star de son état, de devenir 6e homme. Je pense qu'il est temps pour Klay Thompson de devenir capitaine de banc, de la manière que André Iguodala, il y a quelques années, il y a presque 10 ans maintenant, l'a fait quand il est arrivé à Golden State. Je pense vraiment qu'il faut laisser sa place à Moses Moody et mettre Klay Thompson sur le banc. Voilà, avis perso, si vous avez un gros avis sur les Warriors, parce que c'est votre équipe de cœur, ou parce que Steph Curry, ou parce que Klay Thompson, c'est des joueurs qui vous font bander jusqu'à l'infini, je vous comprends, mais je pense, sans dire qu'il est fini, loin de là, je pense que Klay Thompson sera plus impactant s'il vient du banc que s'il reste 5 majeurs. Voilà, Steve Kerr, si tu m'écoutes, il serait peut-être temps. Il serait peut-être temps parce que là, t'es même pas en play-in. Hein? T'es à 8 victoires et 10 défaites. Hein? Alors, t'es à 8 victoires et 10 défaites, dont la dernière, hein, à Sacramento. Donc, c'est un match que j'ai regardé également. C'était pour le play-in tournament. Ah, le in-season tournament, hein, je vais m'arrêter. Bref, Sacramento se fait c'était même pas pour le play-in, c'était la saison régulière. Bref, Sacramento se fait dézinguer. Mais un truc de malade. Klay Thompson fait un bon match. Klay Thompson fait un bon match pendant 3 quarts temps. Et puis pendant le 4e quart temps, il n'y a plus de Klay Thompson, quoi. Il faut arrêter de faire jouer ce mec plus de 25 minutes par match, quoi. Il est plus capable, les mecs. Il est plus capable, c'est tout. Enfin voilà, c'est comeback exceptionnel de la part des Kings, qui n'ont pas su réitérer hier soir contre les Clippers, hein, qui se sont fait manger de 25 points. Bref, comeback incroyable de la part des Kings. Mais vraiment, c'est pendant un moment, je me suis dit, est-ce que les Kings sont capables de gagner contre les Warriors? Est-ce qu'il n'y a pas tout doucement un complexe Warriors qui est en train de s'installer à Sacramento? Bon ben voilà, heureusement pour eux, non. Hein, on se rappelle de l'année passée en playoff, que c'était oui. C'est-à-dire que c'était oui. Ils sont quand même allés jusqu'au Game 7. Et puis au Game 7, Master Curry, Masterclass, 50 points en Game 7. Pas grand-chose à faire du coup, bref. Donc Sacramento cette année, pas mal, hein. Donc moi j'avais dit qu'ils seraient plus 3e, je confirme, ils ne seront pas 3e cette année, mais voilà, et ils seront peut-être 6, 7, 8, 9, 10, top 6 ou play-in, c'est la place qui pour moi est la leur cette année. Donc voilà, bonne merde à Sacramento, hein, je suis très content pour Chris Duarte, qui revienne tout doucement dans le parcours après les vilaines blessures qu'il a eues quand il était chez nous Indiana. Donc il est parti dans le trade avec Sabonis contre Tyrese Haliburton. Et
Et voilà, c'est Mike Brown commence tout doucement à lui faire confiance et à le faire jouer 5 de base. Donc il n'a pas une moyenne exceptionnelle, vu qu'il a, on va dire, il est passé 5 de base ici seulement sur les 3-4 derniers matchs. Mais voilà, Chris Duarte, joueur très intéressant, très très bon soldat. Et puis alors voilà, Sacramento, on les connaît, Harrison Barnes, j'ai toujours bien aimé. D'Aaron Fox, ah putain, d'Aaron Fox All-Star, Sabonis All-Star aussi, pas de problème quoi. Enfin voilà, c'est une équipe, historiquement de la loose ultime, on le rappelle, hein, les Kings, hein, historiquement de la loose ultime, à part l'ère Chris Webber, Jason Williams, etc., où ils allaient jusqu'en finale de conférence contre les Lakers. Historiquement, les Kings, c'est vraiment la loose de merde. Donc voilà, j'espère pour eux que cette année-ci, ben voilà, ça va dépendre. Ça va dépendre sur qui ils tomberont, soit au play-in ou bien soit au premier tour, mais voilà, c'est possible. C'est possible pour ces Kings-là de passer un premier tour. Donc voilà, bonne merde à eux. Donc les Kings, ouais, voilà, assez sympathique à avoir joué, mais moi l'équipe qui pour moi est encore plus sympathique à avoir joué que Sacramento, bah, c'est OKC. Et donc on ne peut pas parler d'OKC sans parler de Chet Holmgren. Putain, mais Chet Holmgren, quoi. Et le gars, il est l'ultime, hein. Cherchez même pas, les mecs, hein. Et le gars, il est ultime, quoi. Et tu dirais que l'an dernier, il a rangé son frein sur le banc pendant toute l'année pour sa blessure, mais dans sa tête, il est devenu plus fort, ou je sais pas quoi. Ah là, Chet Holmgren, nickel, quoi. Mais vraiment, quoi. Et il commence à être clutch doucement, c'est lui qui a pris le tir à 3 points pour égaliser et partir en overtime contre les Warriors. Enfin, voilà, et puis voilà, il sait un peu tout faire, il défend bien, il se bat au rebond, il fait des passes, il sait monter là-bas, je l'ai vu faire des dribbles dans le dos en montant la balle, quoi. Voilà, mais alors, c'est pourquoi est-ce que c'est super intéressant? Ben parce qu'il est dans une équipe qui gagne, donc voilà, c'est OKC est 4ème pour l'instant, 11 victoires, 6 défaites. Voilà, avec Shai Gilgeous-Alexander, mais All-Star en puissance, clairement. Et Josh Giddey, bon bah Josh Giddey, il va falloir qu'on en parle. Donc l'extra sportif, c'est généralement un truc que j'évite, hein, ça me regarde pas trop. Sauf qu'ici, en fait, l'extra sportif est en train de déborder sur le sportif. Donc rappel rapide des faits. C'est apparemment Chet Holmgren, donc 21 ans, est avec une jeune demoiselle qui a pour l'instant 16 ans, mais ça fait un moment qu'ils sont ensemble. Enfin bref, c'est voilà. Est-ce qu'il y a eu des tournements de mineurs ou pas? On n'en sait rien. Il est toujours avec la gonzesse. La famille de la gonzesse n'a aucun problème avec leur relation, etc. Donc ça a démarré des réseaux sociaux, en fait. Et alors, bon ben, voilà, moi je vais pas juger le machin ni quoi que ce soit. Je pense que si la justice doit prendre les choses en main, la justice prendra les choses en main. Voilà, et on verra bien, ok. Par contre, au niveau sportif, parce que c'est là que je dis que ça déborde sur le sportif, c'est qu'en fait, donc vous savez bien aux États-Unis, ce genre de choses est excessivement mal vu, et je le reproche absolument pas. Mais voilà, c'est avant-hier, il y avait OKC Minnesota, donc dernier match du In-Season Tournament avant les quarts de finale. Et alors, tenez-vous bien, j'ai jamais vu ça en NBA. C'est-à-dire c'est si, je l'ai vu avec Paul George quand il est revenu en Indiana. Et alors c'est pour faire un parallèle avec le foot, si vous connaissez le foot, Luis Figo, pour les vieux qui se rappellent, un joueur emblématique du Portugal, mais également de Barcelone, qui est passé chez l'ennemi héréditaire du Real Madrid. L'année où il passe au Real Madrid, où il revient à Barcelone, c'est tout le match, ce n'est que du anti-Figo. Il se fait huer pendant 90 minutes, il se prend des bouteilles d'eau au corner, enfin, voilà, c'est Figo en prend pour son grade. Ce qui s'est passé ici à Minnesota, c'était, donc on va transposer les NBA, ils ne jettent pas des bouteilles d'eau sur le parquet, hein, ok. Par contre, chaque fois que Josh Giddey a eu la balle en main, t'as toute la salle de Minnesota qui s'est mise à huer. Alors, est-ce que c'est un one shot, c'est-à-dire est-ce que voilà, c'est vu que c'est toujours un peu trop neuf que l'affaire vient de sortir, machin, que si voilà, est-ce que c'est parce que c'est tout nouveau et que voilà, c'est juste un one shot, ou alors est-ce que les fans de NBA ont réellement pris Josh Giddey en grippe et qui vont s'en servir à chaque fois qu'OKC sera en déplacement? Parce que si c'est le cas, ça va devenir très très vite très très dur pour lui. Et également pour OKC, parce que c'est un pion important d'OKC, donc on va aller voir.
on va aller voir les stats de l'équipe d'Oklahoma. Et donc voilà, hein, Shai Gilgeous-Alexander, évidemment, un top scorer. Voilà, 30 points. 30 points, Shai Gilgeous. De fou, quoi. 30 points, le mec, bref, All-Star en puissance, hein, on le disait. Et alors, Chet Holmgren, 18 points. Très très bien, 18 points. Jalen Williams, qui se révèle tout doucement, avec aussi 17 points. Et puis juste derrière, voilà, Josh Giddey, voilà, avec 6 rebonds, 5 passes et 12 points pendant 27 minutes. Voilà, il est starter, quoi. C'est le mec, c'est le point guard de OKC. Donc, est-ce que... Je veux dire, si ça continue comme ça, est-ce que ça ne va pas mettre des gros bâtons dans les roues, dans la belle mécanique qu'on a vu jusqu'ici d'OKC, hein, qui, comme je l'ai dit, qui sont très bons, qui sont très sympas à avoir joué, vraiment. Donc voilà, avec à nouveau une bonne défense, hein. Seulement 111 points encaissés, pour 118 points marqués, donc très très sympa à avoir joué. OKC, c'est bon des deux côtés. Et chez Holmgren et Shai Gilgeous, c'est le top, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment le top à avoir joué. Donc voilà, on verra bien au prochain déplacement d'OKC ce qui va se passer avec Josh Giddey. Mais si le gars est pris en grippe et qu'il commence à être rué partout où il va, ça va être très 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 dur pour lui. Et quoi qu'il en soit, c'est même si la justice ne se saisit jamais de cette histoire, parce qu'il n'y a pas de raison, on ne sait jamais, son image est ternie, ça c'est sûr et certain. Alors est-ce qu'elle est ternie à jamais ? On verra bien. Par contre, elle est ternie pour un moment, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, bonne merde à OKC, on verra bien ce qui va se passer pour eux, mais jusque-là, très très kiffant à avoir joué. Et alors, la surprise de l'Ouest, à laquelle moi je m'attendais absolument pas, putain, Minnesota ils sont premiers pour l'instant. Hein. Voilà, 13 victoires, 4 défaites, Minnesota, Anthony Edwards, absolument exceptionnel, Karl Anthony Towns qui fait le boulot, qui sera jamais le leader de cette équipe vu qu'il a laissé le rêne à Anthony Edwards, Rudy Gobert qui redevient candidat potentiel défenseur de l'année, hein. C'est voilà, hein, c'est le Rudy Gobert de l'année passée, et le Rudy Gobert de cette année-ci, c'est plus les mêmes, hein. C'est l'année passée, c'est voilà, je dis pas qu'il était mauvais, tu vois, mais il était plus aussi impactant dans sa défense que ce qu'il avait pu l'être pendant les années précédentes. Et ici, cette année-ci, c'est Rudy Gobert, défensivement, est un artisan majeur de la réussite de Minnesota. Alors, est-ce qu'on est sur, on va dire, un incroyable début de saison et qui vont ensuite s'écrouler parce qu'en fait, c'était juste pas fait exprès, c'est juste de la chance, et que c'était juste un bon calendrier très favorable pour eux? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que Minnesota est cette année très solide et je l'avais pas vu venir. C'est-à-dire, tu m'aurais demandé en début d'année, moi j'aurais dit, bon, je sais pas, Minnesota, ouais, 7, 8, 9, 10 en fin d'année, voilà, play-in, quoi. Voilà. Une équipe de play-in, sympa à avoir joué, avec un Anthony Edwards sympa, et un Karl Anthony Towns sympa, et un Rudy Gobert, bon, ok, sympa aussi. Oh, les mecs, ils sont pas sympas du tout, ils sont bons. Ils sont très bons, tous les trois. Tu vois. Et alors, ou avant-hier contre KC, Anthony Edwards se blesse, j'espère qu'il a rien d'ailleurs, hein, parce que ce serait quand même dommage qu'il se blesse, quoi. Mais je veux dire, donc il se blesse, il va sur le banc. Putain, Troy Jones Jr., je sais même pas qui c'est le gars, je vous le cache pas, je sais même pas qui c'est. J'aurais peut-être vu jouer 2 fois dans ma vie, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et le gars Factor X du match, il vient te mettre 28 points. C'est oh putain, ouais, en plus c'est du matos et maintenant tu dirais que c'est les mecs ils découvrent que gagner c'est chouette et qu'ils en veulent plus là, un peu comme à Orlando du côté est, quoi, tu vois. Donc voilà, Minnesota vraiment. C'est tout comme OKC. S'il y a des matchs à regarder, je vous conseille de regarder Minnesota et OKC cette année parce qu'ils sont vraiment cool à avoir joué. Denver, Denver ça finira top 3 les mecs, hein, cherchez même pas. Hein. Denver ça finira top 3 mais je vais dire sans trop de problèmes. Et alors, pas grand chose à dire sur eux. C'est-à-dire ils sont complètement dans la continuité de l'an dernier. Et ceux qui étaient bons l'an dernier sont toujours bons cette année. Et et Denver c'est hyper solide, c'est rendez-vous en playoff machin en fin d'année. Enfin voilà, Jokic exceptionnel, à nouveau. Murray, machin, Otto Porter, Aaron Gordon, enfin bref, c'est Denver.
hyper solide. Mais l'équipe qui moi me fait plaisir, et ça je l'avais dit dans mon ancienne vidéo, enfin dans ma vidéo précédente, voilà, pour l'instant c'est Dallas. Voilà, j'aime beaucoup ce que Dallas est en train de faire, j'aime beaucoup ce que Kyrie Irving est en train de faire, et ça, pour que moi je dise que j'aime beaucoup ce que Kyrie Irving est en train de faire, c'est qu'il faut vraiment que Kyrie Irving fasse quelque chose de beau. Mais vraiment. Ok, c'est voilà, c'est Kyrie quoi. Bref, c'est Kyrie. Joueur insaisissable, incompréhensible, mais tellement talentueux. Et là, pour le moment, il fait le job. Donc moi, j'ai quand même des reproches à faire on va dire, à l'esprit d'équipe de Dallas, dans le sens, ça tourne trop en ISO, si tu me demandes. Voilà, c'est trop d'ISO pour Kyrie et trop d'ISO pour Doncic. On attend trop le miracle. Ça manque un peu de système offensif. Ça manque un peu de partage du ballon. La balle pourrait bouger un peu plus, si tu me demandes. Mais pour l'instant, ça marche. Voilà, 3ème, 11 victoires, 6 défaites. Bravo les gars. Bonne continuation, bonne merde. Je souhaite le top 4 à Dallas. Mais je souhaite également que la balle soit un petit peu mieux partagée. Voilà. Tim Hardaway Jr., machin. Bref. Et alors, dans les rookies, Derrick Lively, on a parlé de Jamie Jasquez du côté de 8, mais parlons de Derrick Lively. Et oh putain, Derrick Lively, le mec il est starter et tout, et let's go, quoi, tu vois, il arrive. Attends, le gars il a 6 rebonds par match, et il a 3 rebonds offensifs par match. Tu la sens la bonne bagarre sous l'anneau? Tu le sens le Tyson Chandler version 2.0 là, tu vois, donc voilà. Derrick Lively, très 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 bon pick de la part de Dallas. Ça fait plaisir de voir des nouveaux joueurs, de voir des rookies qui montent dès leur première année, qu'ils ont dans leur pantalon et sous le short. Et donc voilà, c'est bonne merde à Dallas, bonne merde à eux. J'espère vraiment que Dallas pourra nous faire une top saison cette année et qu'ils auront des choses à dire en playoff. Sinon, bon bah voilà, les Lakers on les emmerde, hein, on sait bien, Phoenix on les emmerde. Ils ont commencé dans le dur tous les deux, mais bon voilà, ils sont déjà dans le positif malgré tout. Attention à Phoenix, si Bradley Beal revient avec la sauce prend, parce que Bradley Beal n'a toujours pas rejoué, on le rappelle, ou il vient de rejouer maintenant, enfin je crois qu'il a toujours pas rejoué. Donc voilà, attention à Phoenix, mais ce ne sera pas assez fort si on me demande, pour aller chercher un super Denver et un super Minnesota. Si Minnesota continue comme ça, ils vont devenir favoris tout doucement, et c'est sympa pour eux, tant mieux pour eux. Alors, dans les déceptions à l'ouest, donc on va dire dans les équipes semi-surprises, Houston pas mal. Franchement, Houston, si je m'attendais pas à ce qu'ils soient... donc ils étaient 4ème à un moment, là ils sont redescendus, ils sont à 8 victoires, 8 défaites. Mais voilà, ils sont à leur place, c'est-à-dire, si moi tu me demandes, c'est en les voyant jouer, en les voyant faire, voilà, ils méritent d'être en play-in. C'est bon des deux côtés, ça manque encore d'un peu de talent, ça manque encore c'est d'un autre larron qui viendrait épauler Dylan Brooks et Alperen Sengun. Mais c'est Jabari Smith Jr. C'est fait un taf intéressant, donc c'est pas un bust, mais c'est pas une star non plus. C'est le gars, c'est un très bon soldat, il a 14 points, je crois, sur de moyenne, etc. Je vais aller voir les stats de Alperen Sengun parce qu'on parlait tantôt de Tyrese Maxey. Tyrese Maxey en tant qu'éventuel MIP de cette année. Mais allons voir un petit peu du côté d'Houston, les stats d'Alperen Sengun. Donc le mec est à 21 points. Pour le moment. Il est à 21 points. Donc en 33 minutes, 9 rebonds, presque 6 passes. Et alors écoutez bien ça. Donc première saison, voilà, presque 10 points, 5 rebonds, 3 passes. L'année dernière, presque 15 points. Et 9 rebonds et 4 passes. Et cette année-ci, 21 points, 9 rebonds, presque 6 passes. On a également un gros candidat pour le MIP de cette année. C'est Alperen Sengun. Voilà, 52%, enfin cette année-ci, donc 56% au tir, 30% à 3 points, pas ultime mais sympathique quand même, et seulement 66% en lancer franc. Il y a moyen de faire mieux, mais voilà, 9 rebonds quoi. 9 rebonds dont 3 offensifs. À nouveau, le travail sous l'anneau de Alperen Sengun est très très intéressant. Il peut space le jeu, machin, il shot bien. Il shot bien en mid-range, il est bon en pénétration et tout, enfin voilà, il est bon au poste. Alperen Sengun est très très sympathique à avoir joué. Et alors, comme je vous dis, ouais, je suis un petit peu étonné.
m'attendais pas à ce que Houston soit aussi cool en ce début d'année. Et comment ne pas parler évidemment de Jalen Green et Van Vliet, bordel. Donc Van Vliet, voilà, 9 passes décisives, 16 points. Voilà, un point guard comme beaucoup d'équipes en voudraient bien. Et Jalen Green, bordel, 19 points, 4 rebonds, 3 passes, avec des pourcentages intéressants, à 3 points un petit peu moins. On va voir un peu les stats de Jalen Green, d'où il vient. Ah ouais, il est moins fort que l'an dernier, d'accord. C'est-à-dire, donc il était à 17 et puis 22, et cette année il est à 19. Mais en fait, il est à 19 parce que cette année, il est plus tout seul. Là. Il y a Alperen Sengun là, qui prend les choses en main. Et surtout, il met Udoka, donc ancien coach des Celtics, ça on le rappelle, qui est en train d'apposer sa patte sur cette équipe de Houston. Et évidemment, donc ils ont bien transféré, c'est-à-dire c'est Fred VanVleet et Dylan Brooks font un travail super important pour cette équipe de Houston. Et donc voilà, une équipe de Houston qui n'est pas vraiment ma sympathie, pour moi c'est une équipe de la loose. J'aime pas trop Houston, j'aimais bien à l'époque d'Hakim, mais voilà, ça s'arrête là. Donc voilà, bonne merde à eux. Bonne merde à eux. Et ensuite, bon ben, il reste plus grand tour à faire, je veux dire, on va pas parler des Clippers, hein, on les emmerde, et on espère même qu'ils seront hors du play-in. Donc on y est, hein, pourquoi pas. Mais alors, putain, Memphis, et surtout... Donc Memphis, on sait bien. On sait bien qu'ils n'ont pas Steven Adams, on sait bien que Ja Morant est encore suspendu pour environ 7 ou 8 matchs. Pour 8 matchs exactement. Donc forcément Memphis c'est mauvais. Par contre, San Antonio, 12 défaites de suite. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi j'avais peur à cause de la Wemby Mania. J'avais peur à cause de la Wemby Mania qu'on doive se taper les Basketix et que San Antonio devienne le repère des nouveaux Basketix made in France, bien sûr, bien entendu. Bon bah voilà, c'est vu les résultats, ça risque de pas trop être le cas. Par contre, pour les vrais Spurs fans, pour les anciens, les gars, qu'est-ce qui se passe à San Antonio, quoi? Attends, c'est les mecs qui commencent 3-2 en gagnant 2 fois contre Phoenix. Et là maintenant, ils sont à 3 et 14 et 12 défaites d'affilée. What the fuck? Et en plus de ça, t'as Popovic, bon après je vais certainement pas essayer de comprendre ce qui se passe dans l'esprit de Popovic, mais putain, le mec il fait jouer Jérémy Sochan en point guard. Alors l'expérimentation est intéressante, le moins qu'on puisse dire, mais jusque là elle n'est pas probante. Du tout. Alors où est-ce qu'il est le problème? Bon bah les gars, j'ai les stats sous les yeux. 110 d'attaque, 123 encaissés. Ça, je veux dire, c'est qu'est-ce qui se passe? Il y a le nouveau Chris Paul à la draft de l'année prochaine, et vous voulez être sûr d'être dans le top 3. C'est comme je ne suis pas la NCAA, seulement dans un œil très très vague comme ça, c'est que, tu vois, c'est bordel de merde quoi. T'as Wembanyama mon vieux, donc on va aller voir ses stats. Il y a des stats mais absolument incroyables pour un rookie, qui se démène dans tous les sens, qui fait ce qu'il peut. Enfin, tu vois, c'est qui joue des deux côtés du terrain. Et puis t'as quand même quelques bons soldats à côté de lui, quoi. Tu vois, t'as quand même Zach Collins, et voilà, qui a 6 rebonds, 14 points, etc. Et il n'y a rien à faire, ça ne passe pas, quoi. Donc c'est le one shot du début de saison, était bien un one shot. Ces 2 victoires contre Phoenix étaient bien des fluks. Des flouks, comme on dit. Et enfin, je veux dire, merde, voilà, t'as un Wemby, il a 19 points pour un rookie, merde. 19 points, presque 10 rebonds, 3 passes, et presque, 2,6 contre, presque 3 contre, merde. Comment est-ce que tu peux comment est-ce que tu peux encaisser 123 points par match et n'en mettre que 110 alors que t'as le meilleur prospect peut-être de tous les temps, quoi. Je veux dire, c'est quoi le projet à nouveau? Comme je disais, en fait, on va retanker cette année. On va essayer de transformer Jérémy Sochan en point guard parce qu'en fait, il est meilleur que les point guards qu'on a dans l'effectif. Ah, putain, c'est une tristesse absolue, quoi. Et ouais, c'est vraiment... c'est un peu n'importe quoi, là. Excusez-moi, il faut que je rallume les lumières.
Parce que même si ça ne s'est pas vu à la caméra, il se trouve que je n'aime pas tant que ça vivre dans le noir. Enfin voilà, c'est San Antonio cette année-ci, les mecs, mais putain, mais c'est... Enfin, tu vois, il faut quand même bien se rendre compte que t'as des opérateurs hein, d'internet et de télé, donc de streaming du coup, qui ont mis le paquet sur Wembanyama et les Spurs et qui font carrément des packs spéciaux pour que tout le monde en Europe, ou en tout cas en France et en Belgique, hein, on va dire ça, puisse regarder Totor jouer à la balle. Et puis derrière, putain, t'as 12 défaites d'affilée après un bon départ, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, la blessure de Devin Vassell n'explique pas tout, quoi. Hein? À partir d'un moment. Donc voilà, loin de moi l'idée de critiquer Popovic. Pour moi, c'est le plus grand coach de tous les temps. Mais là, je me demande vraiment ce qui se passe. Donc, à mon avis, ils ont un prospect dans l'œil pour l'an prochain. En fait, cette année-ci, ils font le tri dans ceux qui vont garder et ceux qui vont pas garder. Et ils disent à Wemby, bon bah c'est bon, ta carte blanche. Et personnellement, ça me déçoit énormément. Ça me déçoit énormément. Donc voilà, j'espère pour eux que dès l'an prochain, ils redresseront la barre. Parce que si Wemby, il doit faire ses 4 ou 5 premières saisons dans une des pires équipes d'NBA, je vous promets que je vais mal le vivre, quoi. C'est-à-dire, je suis pas un fan des Spurs, vous le savez. C'est pas une équipe pour laquelle j'ai de l'antipathie, mais je suis pas du tout un fan des Spurs. Par contre, je suis un fan de Wemby, et j'aimerais bien voir ce mec dans une équipe qui gagne, un peu comme Chet Holmgren à OKC. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est au niveau Rookie of the Year, tu devrais le donner maintenant. Pour moi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo parce qu'ils ont plus ou moins des stats similaires, sauf qu'il y en a un qui a gagné 3 matchs et que l'autre qui en a gagné 11. Voilà. Et donc, eh ben, ça fait plus d'une heure, et ça fait plaisir hein, après autant d'absence, à une durée absolument hein, phénoménale de ouf du cul comme ça. Ça fait plaisir, disais-je donc, hein, de vous retrouver tous à mes petits baraki, mes petits baracress. Voilà, j'ai sans doute oublié des trucs, mais vu qu'il y en a eu pour une heure, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, voilà. Des bisous à tous, rendez-vous dans je sais pas, dans quelques semaines, dans un petit mois, peut-être avant la fin d'année, ouais. Donc là on a quand même 30 novembre, peut-être une petite dernière avant la fin d'année, qui va entre Noël et le Nouvel An, comme ça, pour faire le petit récap de ce qui se sera passé en décembre. Et d'ici là, bah, portez-vous tous bien, fumez des cigares, buvez de la bonne bière, regardez des matchs NBA, et de Euroleague aussi, hein, bien entendu. Et surtout portez-vous bien. Des bisous, ciao.